Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marie Cabrière. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes directeur de la communication et de la RSE chez Roche Diagnostics France. Vous allez nous expliquer en quoi ça consiste. Mais auparavant, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. On vous connaît, vous étiez ancien conseiller communication de Brigitte Bourguignon, ex-ministre déléguée à l'autonomie. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Roche Diagnostics France. Qu'est-ce qui vous a construit? Qu'est-ce qui vous a porté dans la vie? Il y a une constante que j'ai toujours eue dans la vie professionnelle, depuis le moment où je suis entré en entreprise, c'est d'être mu par une envie d'apporter du développement durable un petit peu partout, à chaque fois. Je me souviens, quand j'étais consultant junior en agence de communication, j'avais déjà mis en place un système de tri sélectif dans l'entreprise, alors que tout le monde jetait tout dans les poubelles, et alors que je venais de démarrer dans la vie professionnelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai gardé tout le temps, et aujourd'hui que j'essaie de mettre le plus en œuvre chez Roche, avec un peu plus d'ambition aujourd'hui, qui est d'arriver à verdir le système de santé sur le diagnostic in vitro. Intéressant. Qui doit faire des grands progrès. Absolument, on va en parler parce qu'en plus avec tous les produits toxiques, etc., en termes de recyclage. Vous avez aussi bien une carrière un peu politique, puisque vous étiez au ministère de la Santé. Qu'est-ce qui vous plaît aussi bien dans les affaires publiques que dans une entreprise privée? Qu'est-ce que vous retrouvez? Quand vous êtes vraiment passionné par la chose publique, par la politique, parce que j'ai fait aussi un passage en collectivité territoriale avant le cabinet ministériel, c'est que vous aimez les grands débats et les grandes causes qui peuvent impacter tous les citoyens. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé en collectivité, naturellement, en ministère, et que je retrouve aussi chez Roche, parce que derrière le business, c'est bien sûr, on fait du business, on fait des ventes, il y a toute une cause qui est celui des tests, de la prévention, de la santé. Et donc ça permet, même quand on est dans le monde de l'entreprise, d'avoir une voix et d'avoir une influence sur le débat politique général sur ces causes publiques. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, et c'est le bénéfice de travailler dans le secteur de la santé qui est naturellement une cause générale. On retrouve cette thématique. Pourquoi cet attrait pour ce domaine de la santé? Je pense que, pour être franc, il y a une part d'opportunités, de hasard qui se font dans la vie. J'ai eu le plaisir de rejoindre la ministre Brigitte Bourguignon au ministère de la Santé et derrière construit aussi une expertise et une légitimité dans ce domaine-là et qui m'a ensuite amené vers Roche. Mais c'est aussi, et je vous le disais, que forcément dans le domaine de la santé, vous avez cette notion de bien public et de cause et que vous ne trouvez pas forcément dans tous les secteurs qui sont parfois moins propices à ces débats-là. Oui, et puis il s'agit de la santé des Français, un secteur qui est en crise, il y a beaucoup de choses à faire, on va en parler. Roche Diagnostics, donc on en parle plus concrètement, ça développe des produits pour tout ce qui est prévention, dépistage, diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Roche est un groupe familial suisse qui a deux branches, une branche pharma qui produit les médicaments et puis une branche diagnostic qui permet d'apporter des solutions, des produits pour faire tous les tests que vous connaissez bien, tests Covid, de cholestérol ou d'IST au quotidien. Et donc on équipe tous les laboratoires en France, privés et publics, pour arriver à faire ces diagnostics en amont. Très important, prévention, peut-être une des clés pour pallier au manque de services publics de santé en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que j'en pense, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut de la prévention. Oui. J'ai jamais entendu quelqu'un dans la rue qui m'a dit... c'est un grand mot, mais qui reste un petit peu abstrait. Je suis contre la prévention. Oui, bien sûr. Je ne l'ai pas encore rencontré. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on la met en place. On a des signaux positifs qui ont été donnés. Le ministère de la Santé et de la Prévention. On a des bilans prévention qui ont été mis en place. On a des budgets qui ont été posés. Mais il faut aller plus loin, il faut continuer. Il faut avoir une approche globale, qui ne soit pas en morcelisant les initiatives territoire par territoire, il faut bien que ce soit bien global, il faut qu'il y ait aussi de l'innovation dans la manière de le faire. Forcément. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'aujourd'hui, quand vous parlez de prévention, vous avez des grandes carences. Il y a le cancer colorectal, c'est 35% des personnes qui font effectivement leur test, alors que le programme est envoyé à toutes les personnes éligibles en France.
tout est prévu, les budgets sont là, le dispositif est là. Et Donc, pour trop autant, peu utilisé pour l'instant. ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que c'est pas assez pratique, les gens trouvent que c'est un peu dérangeant. Donc peut-être qu'il y a d'autres manières, d'autres innovations qui nous permettront de le travailler différemment, avec les démarches d'aller vers ou avec des innovations technologiques qui permettent d'avoir des tests, des réactifs qui sont parfois plus pratiques. Donc c'est pas juste une question de moyens, c'est une question d'organisation, c'est une question d'innovation, c'est une question de souplesse et de nouvelles manières de procéder. De communication aussi, bien sûr. Et de communication aussi. Parlons de la main-d'œuvre, des talents qu'il faut aussi pour l'innovation, pour l'industrie pharmaceutique, dans le diagnostic. Les techniciens de laboratoire, métiers en tension, est-ce qu'il y a une tension sur ces métiers-là? Vous la constatez? Il y a une difficulté de formation sur ces métiers-là. Nous, particulièrement sur nos ingénieurs de maintenance qui vont réparer ces machines, parce qu'on a des machines, des automates qui sont de plus en plus technologiques avec beaucoup de recherche et développement derrière. Et il faut savoir les maintenir, les réparer. Et ça, c'est un gros enjeu de formation qu'on a en France sur des métiers qui sont parfois peu connus. Et c'est aussi mon devoir en tant que directeur de la communication d'apporter de la notoriété sur le secteur, de faire comprendre ce que sont les métiers du diagnostic in vitro et de pouvoir créer des vocations dans ce secteur-là qui est parfois moins connu, moins en vue que d'autres. C'est vrai. La data et l'intelligence artificielle aussi très, très présentes, j'imagine, dans cette innovation pour enrichir les diagnostics sur le cancer notamment. Là aussi, il y a des vraies avancées qui peuvent servir aux Français. C'est la révolution en cours. C'est la révolution en cours. Tout le monde en parle. Maintenant, il faut qu'elle se concrétise réellement. Tout le monde en parle, mais ça reste quand même un petit peu nébuleux. Il faut qu'en effet, vous ayez la capacité de mettre en place des algorithmes en France qui puissent être autorisés, qui puissent être remboursés, qui puissent être acceptés socialement. Et là-dessus, je crois qu'il faut poser un cadre de confiance au niveau de l'éthique, sans quoi on aura un blocage dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé n'est pas un domaine dans lequel ça peut se répandre de manière sauvage et ensuite on régule. Il faut réguler, donner la confiance. Et ensuite, derrière, les patients seront dans les bonnes dispositions pour adhérer. Parce que le secteur de la santé est un secteur qui utilise massivement la data. Enfin, Exactement. est une data qui est ultra protégée et qui pourrait servir justement à peut-être ce que vous disiez tout à l'heure, dépister les personnes qui sont plus à risque ou autres et accentuer. Vous avez des innovations aujourd'hui qui sont majeures, qui vont permettre d'anticiper la survenance d'un cancer plusieurs mois en amont grâce à l'intelligence artificielle, chose que les professionnels de santé, à l'œil nu, ne pourront pas voir. Mais on aura besoin d'eux pour interpréter l'intelligence artificielle. Parlons écologie, on le disait en début d'émission. Comment faire pour être plus vertueux quand on fait du diagnostic pharmaceutique? Le monde de la santé a été, je pense, pendant longtemps dans une priorité qui était celui de soigner. C'est-à-dire, parce qu'on soigne, il y a peut-être des impacts environnementaux qui existent derrière, mais ils passent au second plan. Et récemment, ces dernières années, très récemment, 1 ou 2 ans, il y a eu une prise de conscience extrêmement forte avec des feuilles de route qui ont été mises notamment en place par les ministères. Il faut aller très vite et beaucoup plus loin aujourd'hui dans ce qui est fait. Le secteur du diagnostic in vitro, ce sont des automates qui sont produits, qui consomment de l'électricité. Ce sont aussi des cassettes de réactifs qu'on met dans les automates. Bien sûr. Ce sont des systèmes d'information. Tout cela a un impact environnemental. Et donc, il faut arriver à prendre l'ensemble de la chaîne sur tous ces produits, sur toutes ces solutions, et arriver à voir comment on peut essayer de réduire l'impact un peu partout. Et c'est un travail immense, notamment pour un groupe proche qui, évidemment, opère au niveau du monde avec des équipes de recherche et de développement qui peuvent être en Suisse, et puis ensuite des produits qui peuvent être amenés être vendus en Amérique latine, par exemple. Vous êtes fixé des objectifs en matière d'écologie? Il y a des objectifs qui existent évidemment de net carbone à horizon 2050 sur le scope 1, scope 2. Ça passe entre autres par une électrification de nos usines et de la flotte automobile. C'est des choses sur lesquelles moi je m'en occupe en France pour la flotte automobile. Ça demande de la conviction, un travail de tous les jours et là-dessus je suis vraiment dans le dur comme à mes débuts. On va passer à la question du Collège de Paris, si vous le voulez bien, Jean-Marie Cabrière. La question du Collège de Paris, évidemment, communauté d'école qui œuvre pour l'excellence accessible à tous, et c'est juste après le jingle.
La question du Collège de Paris, Jean-Marie Cabrière, celle que vous avez choisie parmi plusieurs qui vous ont été proposées, c'est celle-ci. Quels sont les principaux défis, on en parle un tout petit peu, mais que votre entreprise rencontre dans la mise en œuvre de sa stratégie RSE? Quels sont les défis? Pour faire bouger une machine, une grosse machine dans le secteur de la santé, il faut arriver déjà à convaincre. Il faut convaincre en interne, il faut convaincre en externe ses clients ou différentes parties prenantes. Et parce que pour les gens, ça peut être parfois vu comme étant quelque chose en plus qui n'apporte pas assez de valeur et qui apporte de la complication. La clé pour y arriver, c'est de montrer que ça a de la valeur, que changer à un moment donné et apporter pour changer et pour apporter plus de RSE et verdir le système. Derrière, ça va permettre au système de consommer moins d'électricité, moins d'eau, et ça va permettre au secteur d'être plus durable. Et donc ça, il faut vraiment arriver à le convaincre en interne et en externe et montrer que c'est du positif. Dans le business, et ça c'est clé. Moi je défends une approche. C'est les mentalités. Moi je défends une approche pour dire que ça ne doit pas être quelque chose qui est mis à part du business. Il faut que ce soit, c'est pas dans une fondation, dans quelque chose qui est à part, il faut que ce soit compris dans l'activité de tous les jours. Si vous faites comprendre à tous les collaborateurs, à tous les clients, à toutes les personnes avec qui vous travaillez que ça va apporter derrière peut-être plus de business, peut-être plus d'activité ou une meilleure activité plus durable, derrière vous avez gagné le combat. Oui, bien sûr. Voilà. Sinon c'est perçu comme étant quelque chose qui est en plus. Cher et contraignant. Voilà. Exactement. Absolument. Question de tremplin handicap à présent. On va parler du handicap dans les entreprises. L'association qui œuvre évidemment pour une meilleure insertion, donner toutes leurs chances à ces jeunes qui sont en situation de handicap, aussi bien sur leur parcours professionnel que leur parcours pédagogique. Et c'est juste après le jingle. La question de tremplin handicap, Jean-Marie Cabrière, chez Roche Diagnostic. Comment est-ce que vous rencontrez des difficultés justement pour recruter des personnes en situation de handicap, et comment est-ce que vous tentez d'y répondre à ces difficultés? On a bien sûr des difficultés et étant donné qu'on a des ambitions pour le recrutement de personnes en situation de handicap, on s'y attelle. Le problème aujourd'hui auquel on fait face, c'est qu'on a des métiers spécifiques, techniques. Oui, c'est vrai. Les personnes en situation de handicap ne sont pas formées naturellement là-dessus. Et donc on a un décalage entre notre besoin et l'état du marché du travail aujourd'hui. Alors on pourrait bien sûr se reposer en disant tant pis, ils ne sont pas formés, on n'y arrivera pas et on va se concentrer sur d'autres missions. Moi, ce n'est pas ce que je pense. Je pense qu'il faut au contraire se mobiliser et mettre les bouchées doubles. C'est-à-dire, si les personnes en situation de handicap ne sont pas formées, il faut aller les former. Et ça, c'est vraiment une mission que l'entreprise doit comprendre. C'est qu'à un moment donné, elle doit déborder du simple cadre du recrutement en recevant des CV, des candidatures, mais se dire derrière, si on veut aller former des personnes et si on a des enjeux sur tel ou tel type de population, il faut se rapprocher via des associations, via des organismes et proposer des cycles de formation pour ensuite derrière accueillir les personnes. Et c'est de l'investissement qui paiera, parce que derrière la personne qui est formée, qui a été volontaire, elle ne va pas vous dire au bout de 6 mois, je m'en vais complètement, je m'en vais tout de suite. Au contraire, elle sera formée, elle sera heureuse et elle apportera une pleine satisfaction et sera extrêmement épanouie. Ça, Roche le fait déjà, vous avez déjà... On ne le fait pas déjà, mais je pense qu'en tant que leader sur les questions de RSE, c'est des choses sur lesquelles que ça soit mis en œuvre. On doit réfléchir. Et au-delà de Roche, je pense qu'il faut qu'il y ait ces démarches-là et qu'on ne peut pas juste... D'aller chercher, c'est ce qu'on entend souvent, même pour la diversité. Et d'aller former. Et c'est ce qu'on constate dans de nombreuses entreprises sur les questions de RSE, sur même d'autres problématiques qui sont la question de l'insertion des quartiers prioritaires de la ville, où, par exemple, il faut aussi aller à leur rencontre. Oui, la démarche, que ce soit l'entreprise qui aille vers justement ces populations diverses. Merci beaucoup, Jean-Marie Cabrière. On va passer à la question de l'hémicycle à présent. C'est toi, c'est vous qui allez poser des questions, interpeller nos hommes politiques. C'est juste après le jingle, la question de l'hémicycle.
La question de l'hémicycle, alors vous connaissez bien l'exercice, Jean-Marie Cabrières, hein, vous connaissez ce monde des politiques qui nous gouvernent. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui, étant dirigeant chez Roche Diagnostic, à ces hommes et ces femmes politiques qui nous gouvernent? Vous avez 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux. Droit dans les yeux, j'aimerais leur demander de mettre en place un système de notation environnementale comprenant des données carbone ou sur la biodiversité qui soit assez similaire au Nutri-Score et qui permettent aux acheteurs de savoir quelle est la qualité environnementale du bien qu'ils consomment. Ça permettrait d'orienter les comportements, de favoriser les entreprises qui jouent le jeu et au contraire de pénaliser les entreprises qui, elles, ne s'en soucient pas. Ce dispositif, en fonction, pourrait être soit facultatif, soit obligatoire et pourrait s'appliquer à des différents secteurs en fonction du niveau de maturité des enjeux qui existent. Voilà, le message est passé. Après, évidemment, les Nutri-Score, vous en parliez, hein. Ou le Made in France aussi, hein, qui existe sur les produits. Pourquoi pas l'empreinte carbone détectée dans différents domaines. Merci beaucoup, Jean-Marie Cabrières, pour cette proposition. Merci d'être venu dans l'émission On se dit tout. Merci à vous pour votre fidélité à notre émission et on se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.